Bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer ma petite présentation sur l'histoire du végétarisme et du véganisme, je voudrais remercier très chaleureusement vraiment l'ULB en général et monsieur le professeur Zaka et Romain Beckmans pour cette très aimable invitation. Bon, le thème de ce soir est vraiment un thème que je trouve passionnant. Je ne suis pas le seul parce que un peu partout dans le monde, en Occident, en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, ces questions autour de la viande deviennent extrêmement importantes, elles sont vraiment mises au premier plan. Je lisais tout à l'heure une tribune, un éditorial dans Le Monde, dont le journal Le Monde, en quelque sorte, supplie l'Occident de diminuer la consommation de viande et de produits d'origine animale. C'est vraiment un sujet qui touche à l'environnement. Je pense que on vient d'en parler, vous venez d'en entendre parler tout à l'heure, et on va en reparler encore ce soir. Donc la question environnementale touche de très près la question de la consommation de viande. D'autres questions comme la question des finances publiques, parce que là, manger beaucoup de viande, comme manger de la viande et des produits d'origine animale, dans les proportions avec lesquelles on le fait en ce moment, pose d'immenses problèmes de santé publique, environnementale, de santé publique, de santé humaine, et évidemment, c'est la chose qui m'intéresse un peu plus, la question animale, la question d'éthique animale. Évidemment, depuis, je dirais, le début, depuis le milieu des années 2010, l'antispécisme, la question végane a vraiment fait éruption dans le champ médiatique et on en parle de plus en plus, non pas seulement dans la sphère francophone, mais vraiment en Occident en général et dans plein d'autres pays du monde, évidemment. Donc la question de ce soir, c'est la consommation de la viande aujourd'hui. Alors, cette question-là, la consommation de viande, elle se pose avec une acuité très forte. Elle aurait sans doute paru très étrange il y a 20 ou 30 ans, on n'en parlait pas encore beaucoup. Et donc on a tous un peu tendance à penser que cette question-là, cette question de la légitimité de la consommation de viande est quelque chose qui est récent. Alors, dans mon travail de recherche, j'ai essayé de montrer qu'en vérité, ça fait bien longtemps, même en Occident, qui n'est pas réputé pour être disons, la civilisation où les animaux sont le mieux respectés, au mieux pris en compte, mais même en Occident, depuis en quelque sorte les âges les plus reculés, la question animale, la question de la viande, la question de la consommation de viande, l'exploitation animale, ont été posées de manière extrêmement claire, extrêmement profonde. Donc, je voudrais, dans ce petit exposé, vraiment brosser à gros traits l'histoire du végétarisme et d'un point de vue intellectuel et les débats qui ont concerné cette question-là. Alors tout commence en Occident par les Grecs et plus particulièrement par deux grandes figures à la fois philosophiques et religieuses que sont Orphée et Pythagore. Donc, ces deux grandes figures avaient en quelque sorte, c'est moins clair pour Orphée, il y a encore quelques petites sur la construction, sur le développement de la société orphique, mais disons, le pythagorisme, les pythagoriciens, d'autre côté les orphiques avec l'orphisme, ont prêché de manière assez claire, sans ambiguïté, un régime végétarien, voire un régime végétalien. Alors, les arguments qui sont employés par ces philosophes, par ces intellectuels, sont très souvent très proches de ceux qu'on rencontre aujourd'hui. On va mettre en évidence la sensibilité des animaux, le fait qu'ils disposent de certains droits, ils devraient disposer de certains droits parce qu'ils ont certains besoins. On va évoquer la question religieuse en disant que, par exemple, le sacrifice sanglant de type alimentaire, qui joue un rôle si central, si important dans la vie culturelle, sociale, politique, religieuse des Grecs, et qui repose essentiellement sur le sacrifice sanglant, et bien ce sacrifice-là, si important, est en fait, peut-être, sans doute, même un outrage fait à la divinité. Pourquoi ? Parce que les dieux sont bons, ils refusent qu'on fasse couler le sang des innocents. Les dieux refusent qu'on prenne quelque chose d'autre pour sacrifier cette chose. On peut tout à fait sacrifier des gâteaux qu'on a cuisinés ou des récoltes qu'on a récoltées, mais on ne va pas
tuer un animal offrir un animal en sacrifice au Dieu. Pourquoi? Parce que cet animal-là ne vous appartient pas. La vie d'un animal ne vous appartient pas. Une récolte vous appartient parce que vous avez travaillé la terre, mais la vie, le sang d'un animal ne vous appartient pas. Et donc à partir de ce moment-là, ce sont des arguments qui sont mis en évidence assez tôt dans l'Antiquité, eh bien, il faudrait balayer le sacrifice semblant de type alimentaire et imaginer d'autres manières de témoigner son respect envers la divinité. D'autres arguments ont un petit peu disparu, donc la métempsychose par exemple, c'est l'idée que l'âme d'un être humain à sa mort peut voyager et venir habiter le corps d'animaux comme les vaches, les cochons, les poules, etc. Que si on mange du poulet, si on mange de la viande, si on mange de la chèvre, etc., on risque en quelque sorte de commettre un acte de cannibalisme. Donc ces arguments-là ont un petit peu... sont moins forts aujourd'hui, mais pour l'essentiel, les arguments de l'Antiquité sont encore là aujourd'hui. Et de la même manière, les arguments avancés par les opposants au végétarisme, au premier chef les épicuriens et plus encore les stoïciens, sont encore là aujourd'hui. Et c'est ça, je pense qu'il est intéressant de faire un détour par l'Antiquité, par l'histoire du végétarisme et du carnisme, pour comprendre à quel point nous sommes encore pris dans les catégories mentales, dans les représentations du monde qui étaient celles de l'Antiquité. On entend très souvent aujourd'hui prononcer cette phrase contre les végétariens et les véganes en disant « je peux manger de la viande ». Pourquoi? Parce que c'est comme ça, on a toujours fait comme ça, et voilà, c'est dans l'ordre naturel des choses. Bon. Et cet argument-là, les animaux sont faits pour ça, sous-entendu, ils sont faits pour ça par Dieu ou la nature. Et cette idée-là, qui paraît si évidente aujourd'hui à beaucoup de nos contemporains, est en fait l'héritage d'une certaine tradition philosophique, en particulier le stoïcisme. Et les stoïciens considéraient que l'ensemble du monde, l'ensemble de l'univers, qui est organisé de manière rationnelle, a été fait par les dieux, qui précisément sont rationnels, pour d'autres créatures, l'espèce humaine, qui se trouve être rationnelle elle aussi. Et donc, l'univers tout entier est organisé pour satisfaire les désirs ou les besoins et les désirs de l'espèce humaine. Ça, cette idée-là, qui est développée par les stoïciens, va évidemment être attaquée de manière très virulente par les penseurs végétariens d'Antiquité, mais malheureusement, on peut dire, l'anthropocentrisme va perdurer. Alors quand je parle du végétarisme antique, je parle de certains philosophes qui ne sont pas du tout des philosophes de second plan. Je pense à des gens comme Orphée et Pythagore, bien sûr, mais je pense aussi à Ovide, je pense à Sénèque, à Porphyre, à Plutarque, à Théophraste, à Empédocle, des philosophes extrêmement influents. Et leur tradition philosophique, leurs arguments en faveur du végétarisme ont été oubliés. On se rappelle très bien, on connaît tous par cœur le théorème de Pythagore, et de son contexte, mais on oublie que Pythagore était surtout connu pour l'Antiquité, pour sa philosophie et pour son mode de vie végétarien, et sans doute même, peut-être même vegan. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène-là, le fait qu'on ait oublié les débats autour du végétarisme antique. Il y a une raison qui me paraît très intéressante, que je voudrais développer rapidement ici, c'est le triomphe au 2e, 3e, 4e siècle d'une nouvelle religion, la religion chrétienne. Donc, il y a plusieurs... L'histoire, la naissance, le triomphe de la religion chrétienne en Occident est très complexe et absolument fascinante, déterminante pour comprendre comment nous vivons aujourd'hui, dans quel monde l'Occident, dans quel monde psychique, psychologique, cosmologique l'Occident vit aujourd'hui. Donc le végétarisme antique d'un Porphyre par exemple va être balayé par l'Église pour différentes raisons. La raison sur laquelle je voudrais mettre l'accent très rapidement aujourd'hui, est celle-ci. Avec l'émergence de ce nouveau Dieu, le Dieu d'amour, les animaux vont en quelque sorte être relégués largement au second plan. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on fait du vrai Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu infiniment miséricordieux, infiniment charitable, compatissant, etc., eh bien, spontanément, on devrait inclure les animaux, qui sont ces créatures. Mais le problème, c'est que le Christ, très clairement dans les évangiles, par son enseignement et par ses miracles, a montré qu'il était au mieux indifférent
à l'égard de la souffrance animale. Et dans son sillage, saint Paul, tous les pères de l'Église, en particulier saint Augustin, vont considérer que la question animale est non pas seulement une non-question, mais une question perverse, une question hétérodoxe, extrêmement dangereuse. Pourquoi? Parce que si on fait du vrai Dieu un Dieu infiniment charitable, et qu'en même temps ce vrai Dieu fait tuer et mange des animaux, il y a une contradiction fondamentale. N'importe quel végétarien ou vegan de l'Antiquité grecque, Porphyre par exemple ou Plutarque, sont beaucoup plus compatissants, beaucoup plus charitables envers les créatures que le Christ lui-même. Et donc l'Église va être prise au piège en quelque sorte par cette question de l'amour, elle se fait dépasser en quelque sorte sur l'aile de l'amour, et donc elle va contre-attaquer en expliquant bien que la question végétarienne, que les questions véganes, que les questions d'éthique animale sont des non-questions, et pire encore, sont des outrages faits à la divinité. Et donc on va avoir en quelque sorte un blocage philosophique, théologique, et la question végétarienne va être complètement mise de côté. Donc il va falloir attendre le XVIIIe siècle, XVIIe siècle en Angleterre déjà, mais en Europe en général le XVIIIe siècle, pour cette question végétarienne revienne sur le devant de la scène. La déchristianisation est un des facteurs qui explique ça, mais d'autres facteurs entrent en ligne de compte. Le fait que la théorie des humeurs, cette théorie médicale, commence à s'écrouler puisque la science moderne commence à se développer. On peut aussi évoquer le fait qu'il y a ce phénomène très intéressant de développement, ce qu'on appelle de déplacement du seuil des sensibilités. Les gens deviennent de plus en plus sensibles à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, et donc la question animale va commencer à émerger aujourd'hui, et va émerger à cette époque-là. Et cette sensibilité, ce développement de la sensibilité qui vraiment continue jusqu'à aujourd'hui. On vit aujourd'hui, en 2019, dans des sociétés extrêmement sensibles. On a vraiment beaucoup de mal à voir la souffrance, ce qui explique que de plus en plus de gens deviennent végétariens ou véganes, en tout cas sont perturbés par les images de souffrance faites aux animaux, infligées aux animaux, alors que, explique par exemple Diderot et quelques autres, au Moyen-Âge, on n'était pas du tout, la plupart des gens n'étaient pas du tout choqués par les mauvais traitements qu'on infligeait aux animaux. C'est ce processus de sensibilisation, ce processus de civilisation, de raffinement, qui fait que la consommation de viande recommence à être une question éthique, parce que jusque-là, si tuer un animal ne pose aucun problème psychologique, on va dire, il n'y a aucune raison pour que la question éthique soit soit posée. Bon. Voilà, à très gros traits, nous sommes en quelque sorte, aujourd'hui en 2019, vraiment nous s'inscrivons vraiment dans le sillage de ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, où des philosophes de tout premier plan comme Voltaire, Rousseau, Condorcet, Maupertuis, Bernardin de Saint-Pierre et quelques autres, parce qu'ils devenaient sensibles à la question animale, parce qu'ils commencent à comprendre que la consommation de viande n'était pas du tout nécessaire comme on l'avait cru pendant longtemps, parce que réfléchir aux animaux, c'est réfléchir à l'origine du droit et au fondement du droit, et on se rend assez rapidement compte que c'est pas l'attribution, c'est pas la raison, la capacité à réfléchir qui devrait entraîner l'attribution des droits, mais c'est la capacité à souffrir. Or, les animaux, c'est très clair, à part peut-être pendant la très brève parenthèse cartésienne, les animaux souffrent comme ils souffrent, qu'ils devraient, d'après Rousseau et quelques autres, bénéficier des droits fondamentaux. Donc on est aujourd'hui en 2019, à la fois les héritiers de deux traditions, cette tradition philosophique forte, la tradition des Lumières, d'une certaine manière de l'Antiquité, qui dit non, les animaux méritent qu'on s'y intéresse, la consommation de viande n'est pas quelque chose qui est nécessaire, et donc à partir du moment où ce n'est pas nécessaire, ça doit être questionné par la philosophie. Donc, il y a cette tendance-là chez nous encore aujourd'hui, puis il y a cette autre tendance qui est l'héritière des stoïciens, des chrétiens, des épicuriens aussi dans une moindre mesure, qui consiste à dire non, les animaux sont faits pour nous, par Dieu, par la nature, nous sommes au sommet de la chaîne alimentaire, et donc la question animale, la question de la viande ne peut pas se poser. Bon. Et on a cette tendance-là encore aujourd'hui. Et les gens la plupart des consommateurs, y compris les consommateurs de viande, sont tenus en quelque sorte en étau entre ces deux traditions extrêmement, ces deux visions du monde extrêmement anciennes qui s'affrontent encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va... Est-ce que l'éthique animale d'un Voltaire ou d'un Rousseau, d'un Porphyre, d'un Plutarque, etc., va s'imposer?
au détriment donc de cette vision anthropocentriste, stoïcienne et chrétienne, c'est pas certain. C'est pas certain, et disons, j'aurais vraiment adoré en discuter avec les autres intervenants, mais il me semble que ce sont des questions de santé publique, et plus encore des questions écologiques qui vont trancher ce débat philosophique, idéologique. On ne va plus avoir l'occasion vraiment de se poser très longtemps la question de la légitime morale de la consommation de viande, par respect ou non pour les animaux, mais on va être obligé en quelque sorte d'adopter, j'espère, un régime végétarien, ou à tout le moins de réduire vraiment dans des proportions importantes la consommation de viande. Donc voilà, la viande, manger de la viande aujourd'hui pour l'interrogation, oui, cette question-là se pose, et ça je pense que l'histoire permet de mieux comprendre ça. Elle se pose de manière extrêmement... elle se pose aujourd'hui dans des termes qui sont évidemment les héritiers de ces 25 siècles, à peu près 25 siècles de débat autour de la question animale. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite intervention. Je vous souhaite vraiment une très très bonne soirée, et à bientôt j'espère.